Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis chez Béatrice Laval, directrice artistique du Monde Sauvage, cette marque qui vous invite au voyage et à l'évasion, notamment grâce à d'innombrables textiles aux couleurs, motifs et compositions plus inspirants les uns que les autres. L'univers de Béatrice est coloré, décomplexé, cosy et authentique. Elle réussit à moderniser des savoir-faire traditionnels pour créer des produits parfaitement dans l'air du temps. Bonjour Béatrice. Bonjour Hortense. Alors je viens de le dire, vous êtes directrice artistique pour la marque. Ça veut dire quoi, directrice artistique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Ça veut dire que je vais penser la marque dans son esthétique, sur tous les points, au quotidien et dans son développement. Dans son développement de collection, mais aussi dans le sac et la carte du magasin, par exemple, le site internet. Mais justement, comment vous travaillez sur les nouvelles collections ? Quel est le point de départ des créations ? Le point de départ des créations, c'est souvent une rencontre, une technique, un savoir-faire, une matière. Je crois que la vocation de ma marque, c'est d'avoir des produits qui ne sont pas issus du marketing, qui ne sont pas trop pensés, pas trop formatés. Des produits qui vont surprendre et qui vont générer une émotion, créer une envie. Alors, comment vous les créez concrètement ? Vous dessinez, vous les imaginez, après vous les envoyez à qui ? Vous recevez des prototypes ? Est-ce que vous pouvez aller nous expliquer vraiment le... Donc oui, je disais une rencontre. Alors la rencontre, ça va soit être avec des personnes qui produisent quelque chose, qui peut être aussi bien un textile pour ce qu'il est, qu'une capacité à imprimer d'une manière spécifique, ou à broder, ou à matelasser, un produit, un usage, la manière dont les gens s'assoient pour boire le café au Vietnam, la manière dont les Indiens dorment sur leur petit lit dans la rue. Voilà, ça c'est la rencontre. À partir de là, ça génère l'envie d'un produit. Et suivant ce que ce produit, suivant ce qu'est cette rencontre, suivant ce qu'elle porte comme technicité, je vais travailler. Donc, soit on va reformater à l'usage. Si je parle du lit indien, on le redessine pour qu'il corresponde aux tailles de lit dont on a l'habitude, qu'il puisse devenir un débed. Si c'est un motif, si c'est une technique d'impression, on va dessiner un motif en travaillant la spécificité de cette impression, ce qu'elle rend, la précision qu'elle a, ou l'imprécision. Voilà, on va rentrer très en détail. Donc après, c'est un travail plus classique de création, de recherche, d'inspiration par rapport à cette technicité pour l'appliquer. Et justement, vous dites que c'est plus classique, mais nous, les auditeurs, ne connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr. Je vais donc partir de mon coup de cœur, on va dire, de cette rencontre. Et je vais faire bien sûr un mood board qui va travailler suivant ce qu'on développe, c'est-à-dire si c'est un usage ou si c'est un motif, travailler sur... alors si c'est un usage, on va se demander comment on l'intégrerait dans notre vie, dans notre intérieur, pourquoi on a envie de l'intégrer dans notre intérieur, qu'est-ce qui va changer. Et puis si c'est un motif ou si c'est une gamme de couleurs, par exemple sur un textile, imaginons qu'on veut développer une gamme de linge de lit, je vais effectivement travailler sur des inspirations couleurs, mais surtout pas au travers des tendances qui sont surtout pas en fait. Donc vous allez les chercher où, ces inspirations ? Je vais les chercher dans de la photo, une émotion sur une couleur, une brocante, tout. Tout vous inspire, c'est pas forcément parce que vous êtes une marque, je disais, qui invite au voyage, mais c'est pas forcément uniquement les voyages qui vous inspirent. C'est pas uniquement les voyages qui m'inspirent. Les voyages, c'est une source énorme d'inspiration. Énorme, parce que effectivement, je trouve que la rencontre avec l'autre, elle nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Donc on le rencontre, il s'assoit autrement, il mange autrement que nous, on apprend sur nous et on a envie d'essayer comme lui en fait. Voilà. Donc ça, c'est une source d'inspiration continuelle, bien sûr.
évidemment qui rentre, enfin qui imprègne la personne, enfin en tout cas moi j'en suis imprégnée. Je ne sais pas si je peux encore dire que ça m'inspire, j'ai l'impression que ça fait partie de moi, notamment dans mon rapport à la couleur, parce que je pense que le voyage, je suis très sensible à la lumière, et le voyage il va nous apporter pas mal ça, c'est-à-dire une autre lumière. À Paris, on va avoir envie, Paris, si on a les couleurs de Paris, je pense qu'on a la couleur des toits, qui est à peu près certainement une des couleurs qu'on ne peut pas éviter, la couleur de la pierre, voilà. On va être dans des gammes de gris. Quand je suis à Jaipur, en Inde, je ne peux pas passer à côté du rose, impossible. Ou des couleurs de terre, ou des couleurs d'épices, enfin voilà. Elle m'amène d'autres couleurs, l'indigo, des choses comme ça. Ça, voilà, ça rentre, ça infuse, et puis ça ressort... mais ça ressort de manière, je dirais, diffuse. Alors, bon, c'est vrai que je voyage depuis très longtemps. J'ai eu la chance de voyager dès mes 11 ans, assez loin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits morceaux à l'intérieur de moi, de voyage. Vous êtes nourri de ça et qui s'exprime ensuite sur... Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir des images, des moments, des manières de vivre que je connais et qui vont revenir quand on cherche des idées. J'aime beaucoup l'idée que les choses se renvoient les unes aux autres, c'est-à-dire on va penser à un produit, on va penser à un linge de table, on va faire référence, je sais pas, au jardin de thé de Chandigarh, enfin voilà, peu importe. On va croiser deux éléments et ça va donner quelque chose. Comment vous définiriez le style du monde sauvage en 3 mots? En 3 mots? Ouais, oh là là, je cadre la question. Authentique, coloré, sensible. Sensible. Et si vous nous en parlez autrement qu'avec 3 mots? Je pense que c'est ce que je veux au monde sauvage, c'est que je veux que le monde sauvage ait de l'audace. Je veux sortir des codes, je veux sortir des choses trop... Je suis assez hermétique au conformisme. J'ai envie que ce soit l'expression de chacun. Je trouve que la maison, c'est vraiment une extension de soi. Et dans la déco, ça doit être une extension de soi. J'ai absolument pas envie de plaquer le style du monde sauvage chez quelqu'un à qui ça dit rien du tout. J'ai envie que la personne, elle rentre. En fait, je trouve que la déco, elle a une capacité à... Alors, j'ai pas le mot en français, à l'empowerment, à se réaliser. Et que j'aime qu'au monde sauvage, on puisse faire ça. C'est-à-dire, on s'approprie le produit, on fait son choix. Il y a un large panel et on va venir... en fonction des couleurs qu'on préfère, trouver la combinaison qui nous est personnelle et qui nous représente en fait. Pour moi, c'est ça la déco du monde sauvage réussi. C'est l'expression de la personne en fait, au travers de nos produits. Et quand on a un style bien défini comme le vôtre, comment vous arrivez à vous renouveler, à pas tourner en rond et à pas lasser votre clientèle? Malheureusement, on ne peut pas en faire autant qu'on aimerait en avoir. Donc c'est facile d'avoir envie de choses en fait, bien entendu. Et puis l'inspiration des couleurs. Les couleurs, une couleur appelle une autre couleur. Et donc on évolue sur ce chemin-là, si on prend comme guide la couleur. Donc on se renouvelle comme ça. J'aurais tendance à dire que c'est un grand fil conducteur, la couleur chez nous. Aujourd'hui, le style bohème, et c'est un peu le style de votre marque. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie, bien sûr. Hyper tendance. Oui. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, il l'était un peu moins, en tout cas pas de cette manière. Comment on explique ça? Pourquoi on a des envies de folk, de bohème comme ça? Je pense qu'on s'urbanise de plus en plus et on a envie de retourner vers la nature. On a envie d'avoir des potagers sur le toit, des abeilles sur l'opéra. On a envie de la nature dans la ville. On a envie du naturel en fait. Donc des couleurs naturelles chez soi. Donc des couleurs naturelles chez soi, des matériaux naturels. Donc c'est ça qui va rappeler le folk, enfin qui va donner ses envies. C'est vrai que on dit bohème maintenant, il y a 30 ans ou 40 ans, on aurait dit baba cool. C'est ça. Hein, vous avez l'impression d'être une marque baba cool? Baba cool, le terme est évidemment non, parce que le terme est pas possible. Il est vintage en fait, le terme baba cool. Je crois que j'aime bien quand même. Ça m'amuse. Oui, ça m'amuse. C'est l'essence de cette marque. Hein. Elle est née dans les années 70. Elle est née de partir voyager, chercher
des choses qu'on ne connaissait pas, ramener. Au démarrage, c'était une marque qui n'était pas une marque de création, mais une marque de sélection. Et c'était des pratiques qui ne se faisaient pas, de partir aussi loin chercher les objets du quotidien, le cahier d'écolier, le petit cartable indien, chinois, voilà. Bon, maintenant, c'est certain qu'avec l'évolution du monde, ça n'a plus la même force, ça n'a plus la même authenticité. Il faut réinventer la marque. C'est pour ça que moi, j'y insuffle la création. Mais oui, je pense qu'on a une racine baba cool. Alors effectivement, maintenant, on dit bohème, c'est mieux. Et justement, je rebondis, vous l'évoquez. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment vous êtes arrivé dans l'histoire du monde sauvage ? Est-ce que vous pouvez nous raconter vite fait l'histoire de la marque ? Alors, elle a été créée par mes parents dans les années 70. J'y ai été associée très vite. À 7 ans, je me suis dessinée dans le magasin. Bon, donc c'était peut-être un peu écrit. J'ai beaucoup voyagé très jeune, en fait. J'accompagnais mes parents. À 11 ans, j'ai été en Chine dans un voyage d'achat. À 17 ans pour mon bac, mon père m'a emmenée en Inde. C'était l'entrée du textile dans la marque. Je pense que j'ai vraiment commencé à entrer dans l'entreprise à ce moment-là. J'ai fait mes études d'architecture, passé mon diplôme, architecte des PLG. Ça rassure tout le monde. Et bon, j'ai jamais pratiqué. Assez naturellement et rapidement, vous êtes entrée... Oui, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant mes études. J'ai fait emballage cadeau, logistique, manutentionnaire. Enfin, j'ai un peu tout fait, ce qui est assez sympa parce que du coup, je vois à peu près comment ça se passe. Et puis voilà, jusqu'à ce que en 2012, mes parents ont arrêté de travailler. Et j'ai récupéré l'entreprise, en fait, j'ai repris l'entreprise, voilà. Bon, j'ai quand même fait un stage de 30 ans, donc je suis assez contente maintenant d'être à la tête. Oui, parce qu'on dit que vous êtes directrice artistique, mais voilà, vous êtes à la tête du monde sauvage, ouais. Donc vous gérez tout un tas d'autres casquettes, oui. J'imagine, donc vous vous en occupez aussi, vous déléguez ou vous gérez tout ? J'ai plein de personnes qui m'aident, Dieu soit elles sont... Vous êtes nombreux dans l'équipe ? On est une petite... On doit être entre 12 ou 15. Bien sûr, je ne peux pas faire ça toute seule. Dieu merci, j'ai des personnes super autour de moi. Oui, mais c'est vrai que j'ai cette posture de chef d'entreprise qui est quand même très, très polymorphe. Je fais plein de choses, enfin, il y a plein de sujets. Alors c'est vrai que ma formation d'architecte m'emmène à vraiment m'intéresser beaucoup à la création, parce que ça doit être un peu mon dada quand même dans l'opération. Justement, pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer cette fameuse semaine type avec des créneaux imaginés. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de faire le lundi à 9h ? Le lundi à 9h, on fait un brief général, ce vers quoi on tend dans la semaine. Je passe voir les personnes, chacune leur tour, et on fait le point pour bien démarrer la semaine et se fixer des objectifs pour arriver au bout de la semaine en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose de constructif. Le mardi à 17h. Le mardi à 17h, je suis en train de finir la planification avec le community manager de tout l'éditorial des réseaux sociaux et du site web. Le mercredi à 13h. Le mercredi à 13h, je suis en train de parler avec la personne qui m'assiste dans la création et qui développe et qui en fait est ma deuxième paire de mains et avec qui on va faire des choix, on va valider des choses ou faire des recherches un peu qui fusent dans tous les sens pour voir vers où on va, vers quoi on tend. Le jeudi à 20h. Jeudi à 20h, je suis à la maison avec mes 3 filles et c'est un moment assez précieux, je fais la cuisine en principe. Le vendredi à 14h. Le vendredi à 14h, je suis dans une de mes boutiques à essayer de voir avec la personne qui en est responsable comment les choses évoluent, les aspirations qu'elle a pour le point de vente et peut-être refaire un peu la déco, repenser, partager, échanger, c'est hyper important. Quel est l'aspect de votre métier que vous préférez ? La création, bien sûr. La création. Ouais. Et celui que vous aimez le moins ? Je sais pas, quand je dois parler à la banque. Quels sont les bests ? Est-ce que vous avez des bests au monde sauvage ? Des choses qui se vendent vraiment très bien, facilement ? Alors, dans les bests, il y a des... Oui, il y en a bien sûr. Il y a notre papier peint qui rencontre un succès, qui est un de mes bébés. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce papier peint pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il est assez spécifique ? Oui, alors en fait, un des principes de création du monde sauvage, qui me semble être un des principes de création, c'est de détourner.
c'est d'utiliser autrement, c'est d'avoir un autre regard sur les choses. Donc j'avais très envie de faire un papier peint, mais je ne voyais pas comment j'allais faire la différence par rapport à tout ce qui existe et qui est déjà sublime. Je n'allais pas réinventer le papier peint, enfin en tout cas pas sur sa forme classique. Et donc j'étais très inspirée par les carreaux de ciment. En fait, le fait qu'un élément puisse être fait différemment des codes classiques. C'est-à-dire, j'entends le carreau de ciment, vous voyez, le carrelage, normalement, il y a les joints, tout le monde, quelle couleur on fait les joints, quelle taille on fait les joints. Le carreau de ciment, on ne fait pas de joints, on passe un petit coup de ciment à la fin, justement, et puis ça, tout est bord-bord. Donc, j'étais inspirée par ça, ça me parlait beaucoup. Du coup, je me suis dit, on va faire des feuilles, en fait. On va faire des feuilles. J'avais envie d'utiliser aussi le fait que ce soit imprimé à la main. Que c'était imprimé à la main des rouleaux, j'avais pas de connexion, et à nouveau je voulais pas me retrouver dans des choses même très belles d'impression de gouache, des choses comme ça, mais qui sont faits à la perfection par d'autres en fait. Ça n'avait pas lieu d'être. Et du coup, dans ce travail d'impression à la main, avec cette idée de feuille, il s'agissait encore de définir la technique qui allait permettre de faire l'impression. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui imprimait au batik, c'est-à-dire une impression à la cire. Et il m'est apparu que le rendu était vraiment extraordinaire et se prêtait vraiment bien à faire un papier peint. Et donc c'est parti comme ça. Bon, ça a été une aventure assez longue, c'est un produit que je ne connaissais pas du tout, donc ça a mis beaucoup de temps à être développé, ça a mis pas mal de temps à démarrer en vente, parce que premièrement au début on ne le posait pas sur les murs, nous en magasin. Donc du jour où on s'est décidé, effectivement il y a eu un espèce d'effet waouh, on va dire. Et une très bonne réponse des clients. Ouais, des clients. Donc c'est un de vos bests. C'est un de mes bests, bien sûr. Ouais. Et donc vous avez coupé sur les autres. Les autres, j'ai mes petits coussins réversibles, mes petits coussins japonais, qui sont imprimés sur de la soie. Le velours, ça reste une matière très, très forte chez nous. Et puis, déjà, là, ça vous donne une bonne idée. Vous aimez bien les mélanges, j'ai cru comprendre, le mix and match. C'est quand même pas évident à mettre en place. Quel conseil vous donneriez pour réussir son coup ? Comment on peut se créer une déco un peu bohème sans faire caravane des Gypsy Kings ? Alors, je pense qu'il faut limiter quand même le nombre de couleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à les mélanger, suivant ses goûts. Mais il ne faut pas prendre toute la gamme de l'arc-en-ciel. Moi, je pense toujours aux fleurs, en fait. Je trouve que ça marche toujours. Donc, après, un neutre, moi, je conseille pas mal d'utiliser le noir comme neutre, qui va permettre de rendre les couleurs lumineuses. Elles vont apparaître comme de la lumière. Elles ne vont pas apparaître comme des choses des contrastes qui sont forts et qui sont un peu surprenants. Elles vont donner des points de lumière dans le noir. Donc c'est vrai que ça peut être une pièce, j'aurais tendance à dire que la pièce emblématique que j'aime à penser du monde sauvage, c'est une pièce soit bleu marine, soit noire. C'est pas évident le noir quand même. Ouais, c'est pas évident. Ça peut être avec notre papier peint, par exemple, ça marche très bien. Et sur le canapé, sur un canapé qui va reprendre une couleur qui peut être un gris foncé, qui peut être à nouveau un bleu marine ou un vert un peu sombre, on va mettre là des coussins de couleur, un plaid de couleur. Voilà. Alors, il faut, à mon avis, pour adopter le noir ou le bleu marine, il faut que la couleur soit adaptée à l'usage. C'est-à-dire, dans une pièce où vous regardez la télé, bleu marine, c'est super. Noir, c'est super, parce qu'en fait, vous avez besoin d'être dans le noir. C'est agréable. Dans votre chambre, la couleur sombre, elle est très agréable. Et puis, par exemple, moi, j'ai tendance à vouloir toujours appliquer la couleur avec le côté cinétique qui est lié à l'espace. Alors ça, j'entends par là, l'espace, il a un côté cinématographique. C'est-à-dire, je rentre dans une pièce, je vais la voir dans un sens. Quand je la traverse dans l'autre sens, je vois autre chose. Quand je rentre dans ma chambre, je vois le mur qui est face à moi, mais quand je sors de ma chambre, je vois le mur qui avait la porte en fait. On peut faire des choses, on peut donner des perceptions différentes de la pièce, suivant l'angle de vue en fait. La manière dont rentre la lumière, et puis l'angle qu'on va donner à la pièce. Et du coup, on peut avoir peut-être que 2 murs qui sont sombres, et puis les 2 autres qui restent clairs, et qui permettent d'agrandir un peu, parce que c'est vrai que les couleurs foncées, elles vont avoir tendance à rétrécir l'espace. Voilà. Et vous, votre palette de couleurs, donc vous nous avez parlé du noir, est-ce qu'il y a d'autres couleurs que vous aimez bien ?
J'aime le jaune de manière assez évidente, jusqu'aux moutardes. J'aime l'indigo, jusqu'à la couleur du jean, et le vert, parce que c'est la nature. Et quelle couleur sublime un intérieur, justement? Est-ce qu'il y a des couleurs à privilégier? Ça, il faut s'écouter. Pour moi, il n'y a pas de recette. Si c'est une couleur qu'on aime, c'est la bonne couleur. Après, effectivement, je pense qu'il y a des recettes dans le mélange. Dans le mélange de cette couleur, quelle couleur complémentaire, quelle couleur on lui associe. Mais la première couleur, il faut s'écouter. Chacun a sa gamme colorée, j'en suis intimement persuadée, liée à ses émotions, sa carnation, son histoire, oui, l'endroit où il est né, enfin, peu importe. Et on peut être assez frileux avec les couleurs. Quel conseil vous donneriez pour oser, justement? Ce qui m'est apparu assez clairement quand j'ai déménagé, c'est que le lieu, il porte en lui des réponses. La réponse, elle peut venir de l'endroit. C'est-à-dire, vous aménagez dans un appartement qui est plein ciel, de manière assez évidente, vous allez avoir envie de mettre du bleu parce que ça va prolonger le ciel. Vous êtes sur un jardin, vous allez faire rentrer le vert. J'aurais tendance à penser que ça peut être le lieu, en fait, lui-même, peut être une source d'inspiration pour déclencher l'entrée de la première couleur. Voilà, comment on va oser? On va oser parce qu'il faut absolument en fait se faire confiance. C'est jamais que de la peinture. On peut le refaire en fait, c'est pas grave, tout va bien. Est-ce qu'avoir un style déco, ça s'apprend? Est-ce que vous avez toujours su ce que vous aimiez ou ça s'est affiné au fil du temps? Ça change, ça s'affine. Je pense que on est tous quand même le produit de notre environnement. Il y a ce qu'on n'aime pas, peut-être que dans 10 ans on trouvera ça superbe, évidemment. Et puis il y a plein d'époques qui disent des choses différentes et qui sont intéressantes. Je crois que le pire c'est un peu le total look et puis surtout pas de risque, pas oser en fait, pas y aller, pas le faire. C'est comment chez vous, Béatrice? Enfin, je pourrais le décrire parce que je suis dans votre salon, mais je vous laisse le dire en quelques mots pour les auditeurs qui ne voient pas. D'accord. Alors, chez moi, c'est lumineux. Il y a on a une belle entrée de lumière. On est dans un étage élevé. En termes de déco, chaque pièce a sa touche. Chaque pièce a sa petite couleur, sa petite personnalité. J'ai tendance à penser que ça agrandit l'espace, ça permet de se l'approprier. Pour moi, l'espace, j'en reviens toujours à la même chose. L'espace est la représentation de chacun. Donc, évidemment, chaque chambre a une couleur différente. Mes enfants ont choisi les couleurs de leur chambre. Vos enfants ont choisi, vous avez un peu imposé ou aiguillé? On a fait des recherches ensemble pour s'inspirer. Mais au bout du compte, c'était leur choix. Alors évidemment, c'était plus le choix de ma fille qui avait 17 ans à l'époque que de celle qui en avait 7, évidemment. Mais tout le monde était impliqué, en fait. Le moins impliqué, c'est sans doute mon mari qui me laisse absolument faire comme je veux. Tant mieux. Est-ce que vous renouvelez souvent votre déco? Je change assez régulièrement. Alors, je change pas grand-chose. Je vais changer les coussins du canapé, mettre un drap d'une autre couleur pour cacher le canapé, l'habiller, en rafraîchir les couleurs, enfin changer, voilà, assortir un bouquet de fleurs, enfin voilà. Après, oui, pas assez souvent à mon goût. J'aimerais bien repeindre le salon, changer. Oui, vous qui aimez les couleurs, vous ne repeignez pas votre salon tous les 2 ans? Non. J'y arrive pas. Mais j'aimerais bien. Vous qui aimez l'audace, ce mot que vous avez utilisé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a quand même pas une faute de goût à ne pas faire? Une faute de goût à ne pas faire. Qu'est-ce que sinon, vous n'achèteriez jamais ou que vous ne feriez jamais en déco? Moi, j'aime pas le total look tout assorti. J'aime pas quand c'est linéaire, quand il n'y a rien qui me surprend. Donc j'aurais tendance à dire que la personne qui va avoir sélectionné pour que tout soit assorti, enfin vraiment le concept de assorti, pour moi c'est très difficile. Alors ça veut pas pour autant dire que des assortis c'est le chaos, mais cette dimension cinétique, les choses évoluent, vous passez d'une pièce à une autre, les choses s'enchaînent et elles changent quand elles s'enchaînent. Il peut y avoir, vous rentrez dans une entrée sombre, vous allez après dans un salon qui est plus lumineux mais qui reste coloré, vous passez dans une chambre peut-être à nouveau sombre ou dans une cuisine plus lumineuse.
Voilà, des choses comme ça. Pour moi, c'est un enchaînement. Et je dirais que l'appartement tout blanc, même si je crois que ça peut être évidemment magnifique quand c'est au bord de la mer, ouvert sur l'extérieur, enfin la grande maison moderne qu'on adore. Enfin, voilà, je ne sais pas qui n'aime pas. Mais quand même, l'appartement où tout est blanc, sans prise de risque, celui-là, il ne m'intéresse pas trop en fait. Et à l'inverse, pour vous, c'est quoi un bel intérieur ? Ça ressemble à la personne qui habite à l'intérieur. J'ai le sentiment que l'intérieur réussi, c'est l'intérieur que le décorateur de cinéma pense par rapport à son personnage. Celui qui vous représente en fait. Quels sont vos accessoires, quels sont vos objets. J'aime que les choses aient du sens. J'ai pas envie d'avoir une collection de vases parce qu'il faut avoir une collection de vases. J'ai envie d'avoir une collection de vases parce qu'il y a celui qui arrive de ma grand-mère, celui qu'on m'a offert quand j'avais 18 ans, celui que ma meilleure copine trouve horrible et qu'elle m'a passé. Voilà. J'aime que les choses aient du sens. Donc l'intérieur parfait, c'est celui qui vous ressemble. J'en reviens au voyage parce qu'on ne l'a pas encore abordé en profondeur alors que c'est quelque chose qui est très important pour votre métier et pour vous. Où est-ce que vous voyagez ? À titre personnel, dans beaucoup d'endroits, à titre professionnel aussi. Ça s'est beaucoup diversifié. Les voyages professionnels au début étaient pas mal axés en Asie. L'Inde, je fais beaucoup de textiles, donc l'Inde, ça reste une source énorme d'inspiration, de capacité à faire des choses, des savoir-faire en fait, vraiment des savoir-faire inouïs, des artisans, aussi bien en termes d'impression, de broderie, de qualité de tissu. Ils vont filer, tisser des choses vraiment que je ne sais pas trouver ailleurs, après peut-être que ça existe quand même. Donc l'Inde reste un gros... Vous travaillez beaucoup avec l'Inde. Comment vous suivez la production du coup si c'est en Inde ? Alors la production, bon déjà moi je suis quelqu'un de très fidèle, donc je travaille il y a des personnes avec qui je travaille depuis 30 ans. Pour moi c'est un gage de qualité, je les connais, je connais leur entreprise. Des fois j'ai travaillé, mes parents travaillent avec le père, moi je travaille avec le fils, c'est assez fréquent. Donc ça nous permet d'avoir déjà, d'être sûr qu'on est avec des belles personnes qui sont qui ont des valeurs qu'on partage et puis qui vont nous guider vers des savoir-faire qui sont intéressants, qui ont une vision un peu partagée avec nous de comment on doit évoluer le produit, qu'est-ce qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qui correspond à notre positionnement en fait. Et puis, ça s'est beaucoup diversifié, les sources de production. Maintenant, je m'empêche plus, je me suis jamais empêchée, mais la question se posait pas. Pour faire du lin, je vais pas aller chercher du lin en Inde parce que c'est un peu compliqué comme chemin et puis c'est pas un chemin très qualitatif. Donc quand je fais du lin, je le fais en Europe parce que les bonnes fibres de lin, elles sont belges et françaises et que ça sert à rien qu'elles partent à l'autre bout du monde pour être et puis que la production elle est de bien meilleure qualité ici. Et dernièrement, j'avais pas souvenir qu'on l'avait déjà fait, mais on a un producteur français parce qu'en fait, l'important c'est ce que la personne sait faire. Si elle est la bonne personne pour le faire, alors c'est avec elle qu'il faut le faire. Et évidemment, la soie, on va la chercher en Asie aussi. Elle va venir du Vietnam, elle va venir d'endroits où elle est produite de manière traditionnelle et dans une belle qualité. Mais justement, en Inde, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques qui y vont. Est-ce vous n'avez pas peur du coup de retrouver un peu le même type de produits, de tissus, de motifs, de couleurs ? C'est sûr que c'est un pays très inspirant. Donc en fait que cette inspiration que je ressens assez fortement, elle est partagée par d'autres. Les techniques ne sont pas non plus... on ne peut pas les décupler à l'infini. On est le produit de notre environnement, donc on peut avoir envie de la même chose en même temps. Donc ça c'est une réalité. Pour moi, ça crée du challenge. C'est-à-dire, bien sûr, on ressemble à d'autres et d'autres nous ressemblent. L'intérêt, c'est d'essayer quand même de créer une différence. Et il ne faut pas le voir comme un problème, mais il faut le voir plutôt comme quelque chose qui doit nous pousser encore plus à la création. En fait, pour moi, la chose qui sauve là-dedans, c'est effectivement de toujours rechercher quelque chose de nouveau. Ça pousse à la création. Alors c'est vrai que quand des grosses marques qui ont, 350 magasins, 500 magasins,
récupère un bon produit, c'est dur. Ça énerve. Voilà. Ça énerve, c'est sûr. C'est la vie. Sur les réseaux sociaux, vous êtes assez présente, notamment sur Instagram. Est-ce que c'est un passage obligé pour une marque ou ça vous amuse ou ça vous inspire même? Oui, c'est un peu tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense que à l'heure qu'il est, c'est plus un secret pour personne, il faut se digitaliser. Moi, ça m'amuse beaucoup, ça m'amuse beaucoup de donner la marque à voir en ne donnant pas obligatoirement le produit à voir. Et bien sûr, il y a l'univers, bien sûr, il y a l'univers, il y a l'histoire, il y a la connexion que j'ai avec cette marque. Moi, en fait, le monde sauvage, je ne l'ai jamais vu de l'extérieur. J'en ai tout le temps fait partie. À 7 ans, je me dessinais dans le magasin. J'en suis partie prenante. Donc du coup, pour moi, elle a vraiment des caractères humains. Elle a des émotions, cette marque. Et c'est ça que j'essaye de transcrire sur Instagram. Et ça revient aussi à ce dont on a parlé tout à l'heure sur le côté pas marketé. C'est-à-dire que en fait, la marque, c'est une personne. Alors est-ce que c'est moi? Sûrement un peu. Oui, le monde sauvage, c'est Béatrice Laval. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est moi. On va terminer avec les questions à Wattmill. Oui. Ce sont des petites questions pas cher payées. Très bien. Donc, question à 3,90 €, le prix d'un kit de bougies. Vous vous voyez où dans 20 ans? Je crois que je me vois au ski parce que j'adore skier. Question à 118 €, le prix d'une housse de couette en lin lune chez vous, chez le monde sauvage. Vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire officiellement à combien on lave en machine les draps en lin? Oui, moi je pense qu'il faut les laver à 60. Quand même à 60. Quand même à 60, oui. Surtout ce qu'il ne faut pas, c'est les repasser et il faut les sécher dans le sèche-linge. Alors, là c'est un vrai sujet. Vous pouvez les sécher dehors, par exemple, si vous préférez avoir l'odeur. Quand ça sèche dehors, on attrape une bonne odeur si on les étend sur le fil. Et après, vous les mettez quand même un petit peu dans le sèche-linge, faire un tour. Ça va les assouplir, c'est là qu'ils sont doux. Donc on ne peut pas passer hors sèche-linge, c'est obligé. Question à 4 000 €, le prix d'un beau safari. Est-ce qu'on vit dans un monde sauvage? Oui, un peu quand même, un peu. Mais en même temps, le monde est ma maison quand même. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que le monde sauvage nous aide à nous sentir dans un cocon à l'intérieur de la maison. Mais le monde sauvage, c'est aussi l'envie de vivre ailleurs, dans un autre pays, d'avoir des habitudes ailleurs, de s'asseoir, boire un café au Vietnam dans leur petit café, sur leur petit tabouret en bambou, et de boire un lassi le matin dans le bazar à Jaipur, avec les rickshaws qui passent dans tous les sens, blindés d'enfants en uniforme qui partent à l'école, en fait, de pas visiter les pays, les vivre en fait. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'aimerais ramener ici. Justement, je ne vous ai pas demandé pourquoi vos parents avaient appelé l'entreprise au monde sauvage. Je crois que c'est un heureux hasard. Ils ont racheté une société qui portait ce nom. Et vous, ça vous va bien? Oui, ça m'amuse. C'est vrai que c'est un peu un défi. C'est un peu le jeu de la double lecture, qui est un thème assez passionnant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux manières de voir les choses. Effectivement, comment le monde sauvage peut venir rentrer à l'intérieur de la maison. Il rentre pour nous protéger du monde sauvage extérieur. Merci beaucoup Béatrice. Je vous en prie Hortense, c'était un plaisir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.